La réputation de Tinder n'est plus à faire. C'est une des applications de rencontres les plus populaires, mais pas seulement. C'est aussi le terrain de jeu d'individus tous plus étranges et dangereux les uns que les autres. De nombreuses personnes, au lieu d'y trouver le partenaire de leurs rêves, font l'expérience de rencontres traumatisantes avec des inconnus aux intentions plus que douteuses. Dans ce nouvel épisode de Creepy Files, je vais vous raconter plusieurs témoignages trouvés sur le net, de personnes s'étant retrouvées dans des situations désastreuses en allant à des rendez-vous. De quoi vous faire passer à jamais l'envie d'utiliser ce genre d'application. Mais avant de plonger dans l'horreur de ces histoires, j'aimerais vous parler de Storia, un livre que je vous avais fait découvrir l'année dernière et qui vient de sortir sa 2e édition. Pour rappel, c'est un recueil de nouvelles de la collection Hugo Thriller, auquel pas moins de 30 auteurs ont participé sur les 2 éditions. Sa particularité, ces auteurs ont souhaité mettre leur talent au service des enfants malades, et l'intégralité des droits de Storia sont reversés à l'ELA, l'Association européenne contre les leucodystrophies. Dans cette 2e édition, chaque auteur du recueil a écrit une nouvelle dans son domaine de prédilection, le thriller, sur un thème qu'il ou elle connaît presque par cœur, lui-même ou elle-même. Peur, émotion, intrigue et imagination débordante vous créeront en quelques pages une émotion bien singulière. Vous pourrez ainsi découvrir entre autres le témoignage de Marina, maman d'un enfant atteint de leucodystrophie, qui vous permettra de toucher d'un peu plus près le quotidien difficile de ces femmes, hommes et enfants qui se battent contre la maladie. Si vous souhaitez participer à leur combat et frissonner pour la bonne cause, et je vous encourage vivement à le faire, je vous invite à acheter un ou plusieurs exemplaires de Storia, trouvables en format papier en e-book chez Fnac, Cultura, Amazon et plusieurs autres librairies. Je vous mettrai le lien d'achat avec tous les revendeurs en description. Je compte sur votre soutien. Prêt à plonger dans ces témoignages terrifiants? C'est parti! Cette histoire est arrivée à Kelly il y a quelques années, et c'est la raison précise pour laquelle elle n'a plus jamais mis les pieds sur Tinder, ni aucune autre application de rencontre depuis cet événement. Elle avait 21 ans à ce moment-là, et elle venait d'emménager dans une toute nouvelle ville dans un tout nouveau pays. Elle était également célibataire, ayant récemment mis fin à une relation qui avait été très toxique pour elle. Elle ne connaissait personne dans cette ville, à l'exception d'un vieil ami que l'on appellera Jimmy. Ils ne vivaient pas directement dans la ville, ils louaient un appartement un peu plus loin dans la ville voisine, mais ça ne les empêchait pas de se voir souvent. Étant célibataire dans une nouvelle ville, Kelly s'est dit que ce serait une bonne idée de télécharger Tinder, pour s'amuser à élargir un peu plus son cercle social. Elle n'a pas tardé à matcher avec un homme du nom de Mike. Elle ne lui a pas écrit tout de suite cependant, étant trop occupée à déballer ses affaires et ranger son appartement. Elle a donc un peu oublié. Après quelques heures, elle a de nouveau regardé son téléphone, pour découvrir que Mike lui avait envoyé plusieurs messages, la saluant, lui faisant des compliments, et avait même tenté une phrase d'accroche amusante. Kelly s'amusait souvent des phrases d'accroche un peu ringardes que tentaient les hommes sur ce genre d'application. Elle avait un bon sens de l'humour et ne prenait jamais ces choses sérieusement. Elle a donc répondu, et une discussion plutôt sympathique s'en est suivie. Mike a fini par lui demander son numéro, et il lui a donné. Tout se passait parfaitement bien à ce moment-là. Il y avait un bon feeling entre eux, et rien de bizarre ou de déplacé n'avait été dit. Il l'invitait à aller boire un verre, ce que Kelly a accepté avec plaisir. Ils se sont donné rendez-vous 3 jours plus tard. Leur première rencontre s'est faite dans un endroit public évidemment. Elle l'a retrouvé devant le restaurant auquel il devait aller. Il était appuyé nonchalamment contre sa voiture, une belle voiture d'ailleurs. Avant d'aller au restaurant, Mike lui a demandé de le prendre en photo avec, pour profiter de la belle vue qu'offrait le coucher du soleil. Kelly a trouvé ça plutôt gênant, mais elle a décidé de le faire en essayant de ne pas y accorder trop d'importance. Ils sont ensuite allés à l'intérieur, et le rendez-vous s'est finalement très bien passé, au point que Kelly propose à Mike de rentrer avec elle, ce qu'il a évidemment accepté. Ils avaient bu et Kelly se sentait pompette, mais pas complètement ivre. Sa porte s'ouvrait avec un code qu'elle oubliait en permanence, étant donné qu'elle venait tout juste de s'installer. Elle l'avait donc noté sur son téléphone pour s'en souvenir. Ce détail sera important plus tard. Le reste de la nuit s'est bien passé aussi, et le lendemain matin, Mike est rentré chez lui. Ne voulant rien de plus sérieux que cela, Kelly lui a envoyé un SMS dès son départ, pour lui dire qu'elle avait passé un très bon moment la nuit dernière, mais qu'elle ne souhaitait pas que ça aille plus loin que cela. À sa grande surprise, Mike l'a très mal pris, lui disant qu'elle lui avait donné de fausses idées et l'a traité de toutes sortes de noms. Kelly trouvait ça dommage d'en arriver là, mais n'a pas eu le choix que de le ghoster. Après ce qu'il lui avait dit, elle n'avait plus aucune envie de lui parler. Une semaine passe, et un jour où Kelly rentre chez elle après avoir fait des courses, elle tombe nez à nez avec Mike, dans son salon. Il tenait un bouquet de fleurs et une bouteille du vin qu'ils avaient bu au restaurant. Choquée, elle lui demande comment il avait fait pour entrer, parce qu'il avait besoin d'une clé et du code de la porte. Le code pouvait s'expliquer par le fait qu'elle l'avait sur son téléphone et l'avait tapé devant lui, mais pour la clé, elle n'en avait pas la moindre idée.
Il a fini par lui avouer qu'il avait pris le double de ses clés le soir où il avait dormi chez elle, pendant qu'elle dormait. Kelly était à la fois choquée et furieuse que quelqu'un puisse faire ça, alors qu'ils se connaissaient depuis moins de 16 heures. Elle l'a mis à la porte et l'a bloqué de partout, complètement secouée par ce qui venait de se passer, et se sentant violée dans son intimité. 2 semaines plus tard, Kelly est partie en voyage avec son ami Jimmy, et pendant leur séjour, elle a posté des photos publiques sur Instagram. À leur retour, ils sont partis directement chez elle pour déposer leurs affaires et se reposer un peu. Mais dès la porte ouverte, ils ont immédiatement vu que Mike était sur le canapé, accompagné d'une fille. Kelly a senti le choc l'envahir à nouveau. La fille sur le canapé a même eu l'audace de lui dire « Qui es-tu et que fais-tu dans l'appartement de Mike ?» Folle de rage, Kelly a exigé que Mike lui dise comment il s'était encore une fois introduit chez elle, et ce dernier lui a répondu qu'il avait fait plusieurs copies de sa clé. Il avait vu sur Instagram qu'elle n'était pas chez elle et s'était dit que le champ serait libre. La colère a rapidement laissé place à de la peur lorsqu'elle a compris qu'il était complètement déséquilibré. Elle a exigé qu'il lui donne chaque copie qu'il avait faite de sa clé. Mais elle savait au fond d'elle que rien ne lui garantissait qu'il n'en avait pas gardé une. Elle s'est sentie encore une fois profondément violée dans son intimité. Elle a mis les deux à la porte, leur disant qu'elle n'hésiterait pas à appeler la police s'il revenait. Le temps est passé, et après 1 mois, Kelly continuait toujours de penser à cet incident. Elle avait bloqué Mike sur tous les réseaux sociaux et elle avait pu le trouver. Et après plusieurs semaines sans aucune nouvelle de lui, elle s'est dit qu'il était peut-être enfin passé à autre chose. Mais n'a pas tardé à se rendre compte qu'elle était très loin du compte. Parce que du jour au lendemain, elle a commencé à le voir un peu partout, de plus en plus fréquemment, jusqu'au jour où elle était en train de rentrer chez elle seule le soir, en passant par un endroit peu fréquenté. Il était aux environs de 21h. Elle s'est arrêtée pour lasser ses chaussures, et lorsqu'elle s'est redressée, elle est tombée nez à nez avec Mike, qui se tenait debout à quelques centimètres d'elle. Kelly a immédiatement paniqué, parce qu'à ce stade, elle commençait à vraiment avoir peur pour sa vie. Mike lui a demandé encore et encore pourquoi elle l'avait ghosté, pourquoi elle ne voulait plus qu'il vienne chez elle, et comment elle pouvait être aussi cruelle avec quelqu'un qu'il aimait autant. Il n'arrêtait pas d'essayer de lui attraper le bras et lui crier dessus. Kelly était en larmes, bloquée et incapable de fuir. Heureusement, quelqu'un qui passait par là les a entendus et a demandé à la jeune fille si elle allait bien. Ce à quoi elle a répondu que non et qu'il fallait appeler la police. Mike a bien évidemment fui dès qu'il a entendu le mot police. Lorsque les agents sont arrivés sur place, ils ont demandé à Kelly d'identifier son agresseur. Elle leur a donc donné son nom. Mais aucune personne dans leur base de données ne correspondait à ce nom-là. Kelly s'est souvenue qu'elle avait une photo de la voiture de Mike, sur laquelle la plaque d'immatriculation était visible, et elle a donné l'information aux policiers. À sa grande surprise, ils lui ont dit que cette plaque n'était même pas enregistrée. Sa confusion et son choc ne faisaient que grandir, et bientôt, une grosse inquiétude les a accompagnés. Les policiers lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose avec si peu d'informations, mais ils lui ont promis de la tenir au courant s'il y avait du nouveau, et qu'elle devait les avertir immédiatement s'ils s'introduisaient de nouveau chez elle, ou si elle le revoyait à l'extérieur. Mais heureusement, elle ne l'a plus jamais revu depuis ce jour. Elle a fini par déménager quelques mois plus tard, mais elle continue à ce jour de regarder constamment par-dessus son épaule, terrifiée de le voir un jour derrière elle. Cet incident est arrivé à Andrew en février 2016. Il venait de vivre une rupture difficile avec sa petite amie de 5 ans, et il était dans un état dépressif assez avancé. Parmi ses façons de lutter contre la mélancolie, il y avait l'alcool et les femmes. Il avait conscience que ce n'était pas sain, mais il ne voulait pas faire autrement. Il vivait seul à cette période, et avait des horaires de travail qui lui permettaient d'avoir des week-ends de 3 jours. Il passait donc ses longs week-ends sur Tinder à la recherche d'une partenaire qui lui permettrait d'oublier temporairement ses soucis, avec laquelle il pourrait boire. Andrew était devenu un habitué de l'application, et tous ses rendez-vous se passaient généralement bien. Jusqu'à un rendez-vous en particulier, qui est la raison d'être de cette histoire, ainsi que la raison pour laquelle il a complètement arrêté d'utiliser Tinder et toutes les applications similaires. C'était un week-end comme les autres, et Andrew était occupé à chercher sa partenaire du week-end. Après quelques minutes à swiper les profils, il a trouvé une fille du nom de Melanie, qui était exactement son type. Il a swipé à droite et a immédiatement eu la notification que c'était un match. Ravi, il a ouvert le chat et a envoyé un simple « Salut ». La réponse de la fille n'a pas tardé à arriver. « Tu veux venir passer un bon moment avec moi ?» Andrew était plutôt choqué par son ouverture. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi directe. La plupart des filles engagent un minimum la conversation avant de proposer de se voir. Surpris mais pas contre l'idée, il a rapidement répondu « Où et quand ?» Melanie lui a alors donné rendez-vous dans les coulisses de la scène de l'université où elle étudiait. Andrew a trouvé ça plutôt étrange, mais il a accepté. Le jour J, il s'est rendu au lieu de la rencontre et a rapidement trouvé la salle en question. Il a continué à avancer jusqu'à arriver aux coulisses, qui étaient plongées dans le noir. La seule lumière provenait de la porte qu'il avait laissée ouverte derrière lui, et qui, 1 minute plus tard, s'est refermée sans un bruit. Commençant à se sentir inquiet, il a appelé le nom de Melanie, espérant qu'elle se manifesterait enfin. Après un moment, il a entendu des coups provenant de l'un des placards. Son inquiétude remplacée par de l'impatience,
Il s'est dirigé vers le placard en question, l'a ouvert et s'est glissé dedans. Il faisait évidemment noir à l'intérieur, et Andrew ne pouvait pas voir quoi que ce soit. Il a tendu ses bras devant lui pour essayer de trouver Mélanie, mais avant qu'il puisse l'atteindre, il a vécu ce qu'il décrit comme l'expérience la plus terrifiante de sa vie. Alors qu'il était toujours en train de tâtonner, il a senti 2 longs bras l'attraper et le tirer en arrière. À en juger par la façon dont il le touchait, leur forme et leur force, ce n'étaient certainement pas des bras de femme, mais bien ceux d'un homme. L'inconnu a attiré Andrew contre son torse, et ce contact a confirmé ce qu'il savait déjà. Le torse était plat et ferme, il n'y avait aucune poitrine. Il était complètement sous le choc et incapable de bouger. L'homme en a profité pour lui lécher le visage. Un frisson glacé de dégoût a parcouru le corps d'Andrew, toujours paralysé. Il entendait respirer fort, puis une voix profonde lui a murmuré à l'oreille « Tu as bon goût ». Cette phrase a enfin déclenché son adrénaline, et il a donné un gros coup de poing dans la direction où la tête de l'homme devait se trouver. Il n'y voyait toujours rien, mais il a senti son poing entrer en contact avec une mâchoire. Au moment de l'impact, il a senti l'emprise de l'homme se relâcher, et il est tombé au sol. Andrew n'a pas perdu une seconde, et s'est précipité hors du placard à la seconde où il s'est senti libre. Il s'est enfui en courant des coulisses, puis dans les couloirs jusqu'à sortir du campus, puis jusqu'à sa voiture, aussi rapidement que ses jambes lui permettaient. Il a démarré en trombe et est rentré directement chez lui, complètement secoué. Il n'avait pas la force de rester seul. Il a donc appelé un ami et lui a tout raconté, lui demandant de venir passer la nuit avec lui. Cette mésaventure lui a fait comprendre à quel point ses actions étaient stupides, et depuis ce jour-là, il a bien retenu sa leçon, et n'est plus jamais allé sur un site ou une application de rencontre. Voici qui conclut cette nouvelle vidéo sur les rencontres qui tournent au cauchemar. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et lequel de ces témoignages vous a le plus marqué. Avant de vous laisser, je vous invite encore une fois à aller découvrir Storia avec le lien en description, pour soutenir les malades atteints de leucodystrophie. Prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo.